Bienvenue la famille. L'enquête que je vais vous raconter concerne le grand banditisme dans les années 2007. Un avocat avec des réputations douteuses. Karim Achoui, 39 ans, interdit d'exercer en France, ce qu'ont dit les juges en 2018. Qui aurait voulu sa mort? Karim Achoui, 39 ans, avocat du milieu parisien à la réputation sulfureuse, a été la cible d'un règlement de compte. Deux tueurs casqués vêtus de noir l'attendaient vendredi soir à la sortie de son nouveau cabinet, boulevard Raspail à Paris. Ils ont déboulé sur un scooter à 22h15, au moment où Karim Achoui, accompagné d'une amie, marchait vers sa voiture. Descendu du deux roues, le passager, armé d'un pistolet automatique, a visé l'avocat, qui l'a vu et a crié non, non. 4 balles de 1.43, calibre habituel du milieu, ont été tirées, dont 2 ont touché M. Achoui au dos et à la cuisse. Transporté à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris dans un état grave, Karim Achoui a bien failli y passer, mais devrait en réchapper. Selon les médecins hier, la brigade criminelle de Paris souligne que les auteurs de ce guet-apens organisé, sûrement téléguidés par d'autres pour ce contrat, voulaient l'exécuter, mais ont fait preuve d'amateurisme. Ils ont tiré sur lui en mouvement et l'ont loupé. Ils ne lui ont pas logé une balle dans la tête comme on le voit souvent dans les représailles du milieu. Bordeline, les enquêteurs n'ont pas de piste privilégiée, ils ont perquisitionné son cabinet mais disent que chacun de ces dossiers est une hypothèse en soi. Ils attendent de pouvoir l'entendre et de savoir ce qu'il a à déclarer. Au 36 quai des Orfèvres, les flics de la police judiciaire, à commencer par ceux de la brigade de répression du banditisme BRB, qui suivent M. Achoui à la trace dans les écoutes, filatures et surveillance de bandits, n'ont pas été étonnés par la nouvelle. Cela devait finir comme ça. Dans le sang ils prennent ce défenseur de voyous pour un avocat bordeline. Souvent à la marge de la ligne jaune, entre légalité et illégalité, il trouve que ses accointances avec le milieu dépassent le cadre strict des relations avocat-bandit. Fils de Kabyle, né à Boulogne-Billancourt aux Hauts-de-Seine d'une mère nourrice et d'un père ouvrier chez Renault, Karim Achoui devient avocat en 1996 au cabinet de Jacques Vergès, puis de Jean-Marc Florent. Extrêmement brillant et efficace, Karim Achoui s'installe très vite à son compte et a de bons résultats pour ses clients, selon l'un de ses défenseurs, Maurice Nissistrano, qui déplore les médisances hostiles colportées sur son compte. La réussite écrasante de cet avocat d'origine modeste a provoqué des jalousies féroces défenseurs des frères Ornec. Clan de gitans sédentarisés de Montreuil-Seine-Saint-Denis qui tient le milieu parisien, ou d'Antonio Ferrara, fils de pizzaïolo italien, devenu braqueur de fourgons blindés. Karim Achoui a été intronisé comme avocat du grand banditisme, en 2000, quand il a obtenu un non-lieu pour Michel Lepage, figure de la banlieue sud dans un trafic de stupéfiants, puis quand il a sorti de prison Marornec, la même année, ce que les policiers n'ont pas supporté, après l'assassinat du parrain marseillais Francis le Belge et le racket du Japon Bar à Paris en septembre 2000. M. Achoui a passé un dél avec un magistrat, faire revenir d'Algérie Nordine Mansouri, surnommé la gelée par la police en raison de l'état supposé de son cerveau et suspecté à tort dans ses affaires, en échange de la garantie qu'il ne serait pas incarcéré. Confiant dans son alibi et dans son conseil, la gelée a accepté de rentrer et de se rendre à la BRB, pour finir menotté. Écroué, Karim Achoui a expliqué au journaliste Frédéric Coquin, pour son livre Parrain et Guided, Fayard, que dans un cas pareil l'avocat peut se prendre 2 balles. Il accusait les policiers de vouloir l'éliminer professionnellement. Le pénaliste n'ignore pas que les flics collectionnent des photos compromettantes qui le mettent en scène avec de gros voyous lors de dîners ou de rendez-vous plus intimistes, et rétorqué dans cet ouvrage sur le milieu que le dîner entre intimes est une tradition à laquelle on ne peut se dérober. Un jour ou l'autre, il devait prendre une bastos. L'avocat à abattre. Qui a tenté d'assassiner en pleine rue le défenseur des grands noms du milieu? Les pistes ne manquent pas, tant la vie de M. Karim Achoui se confond avec celle de ses clients, les truands. À 39 ans, le flamboyant avocat défraie de nouveau la chronique. Depuis près de 10 ans, le beau gosse des prétoires, avec sa chevelure soigneusement gominée et ses costumes sur mesure, magnétise le barreau et rend les flics hystériques. Son train de vie de flambeur, ses virées nocturnes avec les grands voyous et ses succès judiciaires intriguent. La tentative de meurtre dont il vient de faire l'objet, beaucoup moins, cela devait arriver. Lâche un grand flic, il a souvent croisé sur sa route. Si l'on m'avait demandé quel avocat avait le plus de chances de prendre une bastos un jour, j'aurais tout de suite donné son nom, c'est dire la mauvaise réputation que traîne le pénaliste le plus brillant de sa génération. Pour certains policiers, je n'ai sans doute pas la bonne origine ethnique, insinue l'avocat d'origine algérienne. Disons plutôt que sa réussite fulgurante a attisé beaucoup de jalousie,
tempère Maurice Missistrano, l'un de ses avocats, curieux destin que celui de Karim Achoui, tombé dans le droit par hasard, de travers, plutôt, disent ses détracteurs. Au départ, l'enfant de Boulogne-Billancourt, né d'un père ouvrier chez Renault le jour, tenancier de petits bars la nuit, et d'une mère assistante maternelle, tous deux kabyles, songeait à la médecine, en quelques années. Il est pourtant devenu un as du barreau spécialisé dans la remise en liberté des parrains du milieu, forcément. La pègre applaudit, et la police fait grise mine, elle lui voue même une haine tenace. Regardez son train de vie, vous comprendrez, lance un enquêteur. Bien sûr, Achoui ne rechigne pas à rouler en Porsche ou en Ferrari, et il y a quelques années il s'était même fait remarquer en rachetant la rôle d'Enrico Macià. L'avocat roule sur l'or, mais ce n'est pas un crime. On lui connaît une somptueuse villa à Azazga, près de Tizi Ouzou, en Algérie. Pas moins de 29 comptes bancaires en France et un solide appétit pour le cash. Le soir de la tentative d'assassinat, il transportait 15 000 euros en liquide, la recette de la journée, selon ses propres dires, jusque-là rien dit égal. Large, voilà le point faible de Mehachoui. Il brasse des sommes à ne plus savoir qu'en faire et investit à tout va au risque de violer son serment professionnel. Il y a 3 ans, à Neuilly, il reprend un fonds de commerce détenu par un de ses clients, antiquaire condamné pour recel, et en fait un magasin de chaussures. Un avocat n'a pas le droit d'être commerçant. Qu'à cela ne tienne, Achoui met le magasin au nom de sa femme, sans le lui dire, et falsifie sa signature. Avec la complicité d'un expert comptable aujourd'hui en fuite, il vient d'être condamné pour faux à 12 mois de prison avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer sa profession. Il a fait appel. Il est également soupçonné d'être le véritable propriétaire d'un restaurant des Buttes-Chaumont avec, comme homme de paille, un de ses cousins. Le bruit court maintenant qu'il serait acquéreur d'une boîte de nuit sur les Champs-Élysées. Ses relations avec ses clients de la pègre sont tout aussi troubles. Une nuit d'octobre 2000, Antonio Lages, dit la gelée pour la consistance incertaine de son cerveau, est abattu au sortir d'un restaurant, avenue Georges Ave dans les beaux quartiers. L'assassinat porte la signature du clan Ornec, les principaux parrains du milieu parisien. Lorsque les hommes de la brigade de répression du banditisme BRB arrivent sur les lieux, Achoui est déjà là. Bizarre, certes. L'avocat et le voyou sont très amis. 3 jours plus tôt, Mehachoui avait réussi à faire sortir Lages de prison après son arrestation pour une tentative de cambriolage commise en compagnie de Farouk, le propre cousin d'Achoui. Curieusement, l'avocat s'était démené pour faire libérer Lages et avait laissé le membre de sa famille croupir derrière les barreaux, comme s'il fallait absolument que la gelée, trop bavard au goût des Ornec, se retrouve dans la rue et se fasse descendre. Achoui, qui coïncidence, défend également les Ornec, est entendu, mais relâché faute de preuves. À cette époque, le fringant avocat fréquente une jeune femme qui deviendra son épouse. Yacout Bouzej a une particularité, celle d'être la cousine d'un beau mec, un truand de haut vol fiché au grand banditisme, Imed Moïdine, Dijo ou l'Indien. Là encore, les fictiques, le cabinet Achoui est mis sous haute surveillance par l'Office central pour la répression du banditisme au CREB. Quand 3 ans plus tard un autre de ses clients, Antonio Feara, dit Nino ou le Petit, le meilleur spécialiste français du braquage de fourgons blindés, s'évade de la prison de Fresnes, Achoui est de nouveau suspecté. Les policiers n'ont pas de preuves, juste des présomptions, des doutes entretenus par son ex-femme après que l'évasion eût été rendue publique. Karim était très tendu, a-t-elle confié à la BRB. Il m'a dit que l'on allait être sur écoute et faire l'objet d'une perquisition. Très tard dans la nuit, il a fouillé partout dans la maison et pris différents papiers. Un gardien de prison, complice de l'évasion, fait également état de conversations entre 2 malfaiteurs impliqués dans l'opération. À chaque fois, il est question d'un baveux, un avocat en langage de voyou, censé donner le top départ de la cavale. Je ne suis pas le baveux, s'insurge Achoui. Ce dossier est monté de toutes pièces contre moi par des policiers voyous. L'avocat a été renvoyé devant la cour d'assises pour complicité d'évasion. Le procès est prévu pour la fin de l'année. Achoui paie au prix fort ses liaisons dangereuses avec le monde du crime. L'avocat ne se contente pas de défendre des malfrats, il embauche leurs proches. Sa propre secrétaire de l'époque est la petite amie de Stéphane Belli, un trafiquant de stupes impliqué dans la cavale de Feara, et une de ses collaboratrices, avocate à mi-temps dans son cabinet, entretient des liens pour le moins intimes avec Nino. Les gardiens se souviennent encore de leurs baisers fougueux pendant les parloirs. Achoui est prêt à aller loin, très loin. Pour ses puissants protégés, cela lui vaut notamment une nouvelle mise en examen à Créteil pour subornation de témoins.
Il était intervenu auprès d'un accusateur du clan Hornek pour qu'il se rétracte devant la justice. Karim Achoui use et abuse de pratiques peu orthodoxes, avec tout le monde, y compris avec sa clientèle. C'est le genre d'avocat, explique me Guillaume Glohagen, un ancien collaborateur de son cabinet, qui réclame entre 3,000 et 5,000 € en liquide pour prétendument faire libérer un détenu qui de toute façon va être remis en liberté automatiquement à la fin du délai de la préventive. Forcément, ce genre d'entourloupe peut en énerver certains. Les plus pacifiques se tournent vers les tribunaux, comme Samy S. Ce trafiquant de stupes vient de porter plainte pour faux usage de faux et escroquerie contre Achoui. Il l'accuse d'avoir détourné à son profit les 500 € de dommages et intérêts qu'il devait toucher alors qu'il était en prison. Vengeance contre le baveux. Une procédure disciplinaire vient d'être engagée contre l'avocat. Une de plus. D'autres, s'estimant floués, peuvent être tentés par des méthodes plus expéditives. Les voyous sont souvent soit des idiots, soit des psychopathes, explique un pénaliste réputé. Dès qu'ils sont mécontents de leur sort judiciaire, ils viennent nous menacer. C'est notre quotidien des clients en colère. Il y en avait beaucoup au cabinet Achoui. Se sont-ils transformés en tueurs pour se venger du baveux? Me Achoui a au moins eu de la chance de tomber sur des amateurs. Des pros auraient d'abord attendu que leur cible s'immobilise devant la bannière de sa voiture avant de tirer. Analyse un flic. Vétéran des règlements de compte. Ensuite, il n'aurait pas utilisé une amie d'arrêt, trop calibrée pour être précise, mais plutôt un petit 38, voire un 22 Magnum. Surtout, ils auraient pris le temps de l'achever. À la brigade criminelle, l'enquête piétine. Les témoignages sont minces et décrivent deux hommes casqués, sur une moto type Yamaha R1 ou un scooter T-Max. Les impressions divergentes. Le tireur ferait environ un M80, serait mince et de type méditerranéen. Selon Karim Achoui, le conducteur serait noir. C'est tout, quelle aubaine. Donc, ce 20 novembre 2007, quand la brigade régionale d'enquête et de coordination BREC et la DRPJ de Versailles reçoivent une dénonciation anonyme, le tireur serait Rudy Teanova, qui aurait agi pour le compte de Jamel Akar afin d'éteindre une dette de 50 000 €. Le policier destinataire du renseignement est le commissaire Stéphane Lapeyre. Il est le premier à témoigner au deuxième jour du procès, comme en 2013 à Paris. Il répète que Rudy Teanova était son informateur régulier depuis la fin de l'année 2006, et débute son propos par un petit cours pratique de gestion des indices, car traiter des informateurs est un métier dangereux, difficile, sensible. Un informateur est un voyou, c'est aussi un traître. Il peut aussi bien trahir l'âge qui le traite. Ce n'est pas un agent infiltré, prévient-il. La thèse du complot policier. Il esquisse le portrait de Teanova, un homme qui a une bonne connaissance de la délinquance, volubile, qui aimait se valoriser et faisait du name-dropping d'illustres voyous qu'il se targue de fréquenter. En outre, le garçon est en contact avec le milieu islamiste, alors le commissaire inscrit Teanova au bureau central des sources. Au cours de leur collaboration, Teanova est incarcéré, qu'importe, le commissaire ira le voir 2 fois en prison et récoltera plusieurs informations, mais à l'été 2007, les relations se dégradent. Il a tenté de me manipuler en me faisant prendre en photo par des délinquants, en venant armé à un rendez-vous, en essayant d'obtenir mon adresse personnelle. Teanova est radié du registre en septembre 2007, blacklisté en octobre. Versatilité chronique, est-il noté. Teanova est interpellé pour cette affaire, le 14 avril 2008, comme presque tout le monde, et mis en examen pour tentative d'homicide volontaire. Curieusement, la préméditation n'est pas retenue et ne le sera pas. Karim Achoui suit l'enquête, il prépare son livre, ses soupçons prennent forme, le tireur est en lien avec un cadre du renseignement. Le commissaire Lapeyre est le maître d'œuvre du complot visant à l'éliminer. Il couche cela sur papier et le clame sans faillir au premier procès. La présidente demande son avis au commissaire sur cette obstination de la partie civile à son encontre. Pourquoi lui? Ils n'ont jamais été confrontés au cours d'une affaire. Lapeyre ne le connaît même pas. Il formule une hypothèse. Je ne comprends pas cet acharnement, si ce n'est pour envoyer un signal au véritable commanditaire. Ça y est, j'ai compris, je ne vous balancerai pas, ne finissez pas le boulot. Karim Achoui, meurtri, miraculé, tenterait de calmer les ardeurs des affranchis qui ont voulu l'abattre en collant tout sur le dos d'un flic. Ce lundi 8 février, Karim Achoui est invité à livrer sa version. Il abandonne le scénario du complot policier. C'est dit calmement et sans embâge. Je me suis trompé du premier au dernier jour sur la police. J'avais des raisons de leur en vouloir, mais aujourd'hui, je vous le dis les yeux dans les yeux, je me suis égaré. L'atmosphère se détend, la présidente rebondit. Et puis, pourquoi la police aurait voulu vous tuer? Voilà.
Pourquoi la police républicaine aurait voulu faire ça? C'est absurde. Pour trouver le commanditaire, tout espoir est vain, mais pour Karim Achoui, le tireur est là, ça ne fait aucun doute. Il est questionné par la défense de Rudy Teanova, maître Michel Konitz et Louis Thor, sur les incohérences. Pendant 10 mois, Karim Achoui ne donne d'autres informations que 180 cm, mince, méditerranéen, puis on l'appelle pour le prévenir qu'un suspect est en garde à vue, alors il s'épanche dans le Parisien. Je n'oublierai jamais son regard, son visage. Et le commissaire Richardot, en charge de l'enquête à la brigade criminelle, organise un tapissage. Derrière une vitre 101, Karim Achoui doit, s'il en est capable, désigner un tireur. Il n'hésite pas, c'est le numéro 7, avec le souhait diesel, et c'est Rudy Teanova qui mesure un M92. Me Konitz croit bien que cette reconnaissance lui a été suggérée. J'ai reconnu son regard de manière absolue. Je suis certain à 100% sur le physique, à 90% sur le visage, se défend aujourd'hui la victime. Karim Achoui répète à plusieurs reprises sa conviction totale quant à la culpabilité de Teanova. Il glisse dans sa déposition une anecdote ahurissante. Teanova lui aurait confessé son crime. À l'instant, dans les watercloset du tribunal, l'avocat général, croyant certainement à une blague, lui fait répéter. Vous voulez dire les lieux d'aisance, en bon français? Et que vous a-t-il dit? Il s'est excusé, m'a dit qu'il était sensible à mon engagement spirituel, à mes causes. Achoui est notamment engagé dans la défense de Moussa de Barai City, cause à laquelle Teanova, musulman, serait sensible. Le ton est bon, mais la nouvelle improbable. Un homme qui nie depuis 8 ans avouerait dans ces conditions. Me Konitz intervient, il ne le croit pas du tout, sa consoeur me tord, ébahi et scotché, Achoui ne se laisse pas démonter. Il a confessé son crime à Melun comme il l'avait fait en première instance. C'est inédit, comme information, les deux avocats protestent, mais il était détenu. Dans un large box surélevé, entouré de gendarmes, l'hypothèse d'une confession est effectivement douteuse. Karim Achoui s'énerve et hurle. Je n'accepterai pas qu'on me traite de menteur, qu'on remette en cause ce que je dis. Bien sûr qu'on le remet en cause. Teanova, assis sur une chaise au premier rang, se tape le front. La présidente lui demande son avis. Il répond, dépité. Je comprends que c'est sa dernière cartouche, mais moi j'ai jamais dit ça. L'algarade cesse, Karim Achoui s'en va, il ne reviendra pas. Retour en 2008. Comme l'a indiqué le commissaire Lapeyre, un renseignement anonyme, ça se vérifie. Les enquêteurs s'emparent de la téléphonie, établissent des liens entre Teanova et Akar, Teanova et Haddad, parfois directs, parfois indirects. Ils notent la présence de Teanova quelques jours avant les faits, près du cabinet de Me Achoui, ce qu'ils interprètent comme un repérage. Et puis il y a Datiam. C'est le meilleur ami de Rudy Teanova et il hante ce dossier, pris dans les interpellations multiples du 14 avril 2008. Il fait en garde à vue des confessions qui accablent son ami. Il parle tout d'abord d'une réunion préparatoire au domicile de Teanova, où le complot aurait été ourdi. C'est là qu'il aurait décliné la proposition d'être le pilote de la moto. Puis, le 20e juin, il croise Teanova à la gare Saint-Lazare. Il lui aurait dit, casque à la main et regard inquiétant, être en mission. Datiam aurait pris peur, puis aurait cassé sa puce de téléphone et disparu des radars. C'est donc un témoin clé, mais il est hélas introuvable et ne viendra pas déposer à la cour d'assises de Melun. La défense pense qu'il est l'auteur du renseignement anonyme, voire le pilote de la moto, qu'il n'avait nullement décliné l'offre qu'on lui avait faite. Ce serait en raison de cette collaboration avec la police qu'il n'a pas été poursuivi. C'est improuvable, mais cela instille le doute dans l'esprit des jurés. Et Mamadou Ba dans tout ça? Il aurait conduit le 2 à roues, c'est un grand noir athlétique à l'allure placide, détenu pour d'autres faits depuis 9 ans, et qui depuis son box passe son temps à griffonner des mots à ses deux avocats, maître Franck Berton et Roxana Nazerzadeh. Il traverse l'audience en fantôme, forcé qu'il est d'assister à son procès où les charges qu'il implique sont si faibles que l'avocat général demandera son acquittement. Il atterrit dans le dossier le 27 septembre 2009, par un renseignement tout aussi anonyme que celui qui impliquait Teanova. Un homme se pointe au 36, quai des Orfèvres, et fait descendre un commandant de la crime. Il confirme pour Teanova et glisse le nom de Mamadou Ba, refuse de dévoiler son identité et s'en va. Les enquêteurs vont retrouver Ba déjà incarcéré à l'époque et s'apercevoir qu'il a été arrêté le 13 septembre 2007 sur une moto Yamaha R, un volé 10 jours avant les faits du 22e juin. Lui explique qu'il a volé cette moto le jour de son interpellation, à une bande de Turcs de son quartier qui donc avait dû voler l'engin au mois de juin.
Il avait dans son répertoire les numéros de 2 personnes accusées d'avoir pris part à l'opération et acquittées en un air instance. Et Mamadou Ba s'est très mal défendu, refusant de dire dans quelle mosquée il devait être ce vendredi soir. Je ne voulais pas impliquer l'imam, un proche de mon père, qu'aurait été la honte sur la famille, explique-t-il aujourd'hui. Il a un phrasé propre, une syntaxe au cordon, le ton posé. Il a passé beaucoup de temps à étudier en prison, ayant refusé les expertises psychologiques et psychiatriques. Peu d'éléments biographiques viendront nourrir son procès. Rudy Teanova, Corse et Sicilien. La personnalité de Rudy Teanova, presque autant que celle de Karim Achoui, occupe les débats. Sa vie est un mauvais roman. Ce ne sont pas les bas-fonds, mais pas loin, il débute. Déjà, j'ai passé un tiers de ma vie incarcéré. Né en 1978 à Marseille, il est élevé par sa grand-mère, une Corse pied noir, et son grand-père gendarme, farouche partisan de l'Algérie française et membre appliqué de l'OA. Ce dernier lui inculque Marorel et le stoïcisme. Il a le ceinturon facile et le petit Rudy très vite s'endurcit. Sa mère le récupère vers 5 ans. Il ne connaît pas son père biologique, un homme d'origine sicilienne, et il s'installe en région parisienne. Il a un beau-père, un Corse du milieu souvent incarcéré mais qui débourse sans compter pour que Rudy fréquente les bonnes écoles. Il lui apprend aussi à tirer. Vers 10 ans, son beau-père est abattu en 1995 dans un règlement de compte. Sa mère est atteinte d'un cancer. Rudy ne percute pas grand-chose, et puis un jour de 1996, il la découvre pendue à leur domicile. Son casier judiciaire est inauguré en 1997 par un délit mineur, puis il fait un bref passage à la Légion étrangère, avant de poursuivre ses péripéties judiciaires et de tomber pour 4 ans, une aubaine selon lui. Cette condamnation était nécessaire, j'étais un danger pour la société, je n'avais plus de notion de bien et de mal. C'est dans l'islam qu'il retrouve ses repères, il s'est converti pour épouser sa dulcinée, il sort de prison et part au Soudan se battre contre des milices chrétiennes où il sera blessé. Retour en France, 3 condamnations dont une pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste et une existence instable et paradoxale, musulman rigoriste et aspirant voyou, proche de Keïd réputé, cabotage sulfureux en eau islamiste et dans les marécages de la grande délinquance. Pour cette affaire, il a fait 5 ans et demi de détention provisoire, en cellule d'isolement pour se protéger du sort que les voyous réservent aux indicateurs. Depuis son premier acquittement, il suit un psychologue et un psychiatre. Il s'est même fait hospitaliser 1 mois, pour mieux se réadapter. Désormais, il a trouvé un travail chez PSA. C'est la première fois de ma vie que j'ai un boulot stable, déclare-t-il. Sa femme, qui viendra témoigner, dit de lui que c'est un excellent père. Avachi sur sa chaise, il occupe le prétoire de sa grande et lourde carcasse 125 kg qui traîne la patte et se soutient sur une canne en bois. Il a rasé sa longue barbe et ses cheveux sont plaqués en arrière comme le Karim Achoui des grandes heures. Il supporte mal toutes les accusations proférées à la barre, parfois il trépigne, parfois il râle. Alors la présidente le tense et Mekonitz se lève en furie, lui fait les gros yeux et le rabroue. Rudy, tu te calmes. Rudy, tu ne dis rien. Alors Teanova s'excuse d'un geste ou d'un mot. Teanova, lorsqu'il s'exprime, est déconcertant, il a beaucoup de choses à dire, il cite tantôt Nietzsche, tantôt Chateaubriand, tantôt Céline, mais ça part dans tous les sens. Il ne sait plus comment clamer son innocence, surtout, il brocarde le commissaire Lapeyre, un corrompu selon lui, qui se faisait payer par des délinquants en échange d'informations sur des opérations policières à venir contre eux. Lapeyre, c'est le néré francilien, lâchait-il en référence au numéro 2 de la PJ de Lyon. Mis en examen pour corruption, Teanova ne supporte pas d'être désigné comme un indicateur de la police. À la cour, il brandit ses 2 bras. Vous voyez, dans ce bras-là, du sang sicilien, dans l'autre du sang corse. Je préfère encore être condamné à tort que l'on pense que je suis une balance. Les avocats montent au front. Pour lui, tout ce dossier n'est qu'une vue de l'esprit, une construction intellectuelle, mais il peine à le démontrer. Qu'importe. Son avocate Louise Thor monte au prétoire comme un boxeur qui saute les cordes d'un ring. Sa démonstration aura d'autant plus de force que le réquisitoire de l'avocat général, qui a requis 8 années d'emprisonnement, a été pauvre et lacunaire. Elle plaide. Le renseignement anonyme. Aucun élément qui vienne corroborer la version du commissaire Lapeyre, la téléphonie. Le 11, il est boulevard Raspail, et alors? C'est le centre de Paris, ça veut dire quoi? Rien, comme lorsqu'il borne à Saint-Lazare, c'est la gare pour rentrer chez lui. Elle reprend les témoignages, souligne les incohérences, elle ne parle pas, elle pétarade, elle ne plaide pas, elle exige son acquittement au bénéfice de la certitude. Viennent les règlements de compte,
Karim Achoui est défendu par Me Édouard Martial et Raphaël Chiche, qui sont ses amis. Me Chiche tente de réunir tous les éléments pour soutenir l'accusation contre Rudy Teanova et Me Martial vient au secours de Karim Achoui et brocarde l'attitude hostile de la défense. Il cite Céline, la merde a de l'avenir, vous verrez qu'un jour on en fera des discours, et la défense n'a pas résisté à la tentation de filer la métaphore du caca. Me tord. Oui, je suis une merde et je fouille la merde. Sauf que ça s'appelle pas de la merde, ça s'appelle de la victimologie. Une personne, pour savoir qui lui a fait du mal, c'est quand même intéressant de savoir qui sont ses ennemis. Des pistes insuffisamment exploitées par les enquêteurs, selon elle. Avant elle, Me Berton et Nazerzadeh ont sobrement fini de terrasser les anémiques lambris de charges qui pesaient encore à l'encontre de Mamadouba, et enfin, Me Konitz s'est levé pour vitupérer contre celui qui l'aborde, Karim Achoui. Ce type me fait peur parce qu'il est remarquablement intelligent, il a une prestance, je n'ai pas l'habitude, confesse-t-il. Vous avez la preuve que le dossier il pue, et pas parce que de la matière fécale sort de notre bouche, il pue parce que Karim Achoui c'est un menteur, un manipulateur, il triche. Puis, à l'adresse de son client. Rudy, si je t'aime, c'est pas parce que t'as eu une enfance fracassée, c'est parce que t'es un naufragé de la justice. Vendredi 12 février, Mamadouba et Rudy Teanova ont été acquittés. Le colosse s'est effondré en pleurs sur sa chaise, Karim Achoui est atterré. Définitivement acquitté, Rudy Teanova peut faire une demande d'indemnisation pour les 5 ans et demi de détention provisoire qu'il a purgé. La procédure n'est pas simple mais, dans son cas, elle pourrait lui rapporter une coquette somme qui sera calculée en fonction de son profil. Mamadou B, lui, reste en prison. Son quantum total culmine à plus de 15 ans, fait de petites peines correctionnelles qui se sont cumulées, ayant purgé plus de 9 ans. Il est aujourd'hui éligible à un aménagement de peine, ce que la perspective de ce procès rendait difficile. Ses avocats devraient s'y employer. Merci pour la force et à bientôt avec d'autres contenus la famille.